Salut, salut. En fait, voilà, le PPACI a fait un petit résumé sur Abobo d'hier et Abobo d'aujourd'hui, c'est-à-dire 2011 et 2024. La différence est nette. C'est une vidéo qui dure de 3 minutes, quasi 4 minutes, disons. Mais une personne qui regarde cette vidéo arrive à pouvoir tirer une conclusion nette. Tantôt, tout ce qui se passe là, à Bobo aujourd'hui, personne n'est aveugle. On voit tous. On voit le bilan négatif d'Alassane Ouattara et l'appauvrissement de ce secteur-là, disons cette commune-là. Et ça, nous tous on déplore, nous tous on dénonce ça. Mais ceux-là qui chantaient sur tous les toits, on est fatigué de Gbagbo, on veut que Alassane nous gouverne. Ça, ce sont des propos d'une manifestante qui disait ça. Voilà. Et ça, c'est déplorable, parce que vous ne connaissez pas, comme lui-même il a dit, vous me combattez contre quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ça. Et effectivement, il a eu raison. Et il a raison. Il aura toujours raison. Voilà. Bon, je vous laisse regarder ces 3 minutes de vidéo. Comme ça, vous en direz plus. Parce que c'est vraiment... Je ne sais pas quel mot utiliser. Mais c'est méchant. C'est méchant de la part du gouvernement, de la part de comment je peux les appeler même, de ces dictateurs-là. C'est méchant, c'est très très méchant. On est fatigué, on a faim, on n'a qu'à partir, Alassane va nous gouverner, c'est lui on veut. Nous sommes en 2011, période crise post-électorale. Une crise fabriquée de toutes pièces par la communauté dite internationale. Dans son évolution, la commune d'Abobo est prise en otage par des hommes armés. Elle devient par la suite l'officine de tous les stratagèmes visant à affaiblir le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Un pouvoir démocratiquement élu et installé par le Conseil constitutionnel. Femmes, jeunes, hommes de cette commune sont instrumentalisés jour et nuit, chacun avec un rôle précis comme dans une pièce de théâtre. Ainsi, les gens nous servent plusieurs pièces de théâtre amplifiées par les médias occidentaux, dont la célèbre affaire de l'assassinat de cette femme à d'Abobo, nommée de la résurrection. Cette affaire a valu la prise par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution contre la Côte d'Ivoire. La résolution de 1975 qui autorisait les forces onusiennes et françaises à détruire les armes lourdes des forces de défense et de sécurité. La suite, nous la connaissons tous. À la Cour pénale internationale, cette commune a fourni le plus grand contingent de témoins dans l'optique de faire condamner le président Laurent Gbagbo. Mais déjà, tel un prophète, celui-ci prévenait les responsables déclarés de la rébellion en ces termes, et je cite, « Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Fin de citation. Au fil des années, les écueils tombent et les femmes d'Abobo découvrent leur ado, le vrai. La casse d'Abobo, qui a joué un rôle majeur dans la crise post-électorale, sera bientôt un souvenir dans les esprits collectifs. Vraisemblablement, le pouvoir n'en a plus besoin, ou du moins, la casse ne doit plus être la même avec les mêmes acteurs.
La résistance contre le déguerpissement de leurs biens est de courte durée, puisque quelques jours après, les autorités elles-mêmes, escortées par les forces de l'ordre, descendent sur le terrain pour casser les magasins avec toutes les pertes que cela pourrait engendrer. Oui, l'État travaille, mais pour qui travaille l'État si son travail appauvrit et rend malheureuses les populations? Face à cette interrogation, Abraham Lincoln pouvait répondre: on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. 2025, c'est bientôt et le peuple ivoirien a son destin en main. Soit il continue de vivre chaque jour avec la peur au ventre, ou il décide de reprendre le chemin de la liberté avec le président Laurent Gbagbo. Effectivement, cette population d'Abobo a été trompée. Aujourd'hui, elle s'est rendue vraiment compte de la personne qui elle s'est fiée. Vraiment, c'est déplorable. Bon, je dis Yako à toutes ces familles qui ont perdu leur maison ainsi que leur emploi, leur petit commerce, leur fonds d'affaires. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire ici parce que tout est déjà fait. L'unique chose qu'il y a à faire, c'est de pouvoir se faire enrôler et 2025 essayer de jeter celui-là hors de la Côte d'Ivoire parce que là, on n'en peut plus. Déjà, la population est appauvrie. Et elle s'est débrouillée pour pouvoir se relever. On vient lui enlever, c'est-à-dire que quelqu'un qui est tombé et qui s'appuie sur un arbre pour pouvoir se relever, on vient, on coupe l'arbre. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ces personnes-là restent à terre. Et c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Surtout les coins qu'on a eu à déguerpir. Parce que à Bobo, à Djamé, Yopougon, Gesto, Gesco, je suis dit, Gesco. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut vendre des terrains. Parce que nous ne cachons pas le visage avec la main. Oui. Le but, c'est ça. Sinon, si on veut développer un pays, je pense qu'il y a des normes, il y a des règles qu'on doit suivre. On ne peut pas venir te déplacer là, même pas déplacer, si je dis déplacer, c'est-à-dire qu'on te met quelque part. Mais on vient, on t'enlève. On te demande, il faut te chercher. Mais il va où? Il va où? Qu'est-ce qu'il va chercher? Où il va aller chercher? Vraiment. Vous êtes méchant, à dire la vérité. Il faudrait qu'on emploie ce mot-là. Vous êtes méchant, sadique. Vraiment sadique. C'est pas faisable. Je ne sais pas dans quel pays cela a existé. Même dans les pays où il y a eu la guerre, c'était pas comme ça. Ce qui fait mal, c'est que on tue les Ivoiriens à petit feu, à petit feu. Pourquoi les gens se jettent dans la lagune? Pourquoi les gens se jettent de l'étage? Pourquoi les gens se pendent dans les maisons? C'est tout ça, c'est tout ça. Et en revenant sur cette histoire de visa, j'ai fait un clin d'œil sur ça parce qu'on dit quoi? Non, il y a trop de fraude. Voilà pourquoi on instaure le visa pour que on arrive à pouvoir pas attraper ceux qui fraudent. Mais vous pensez que quoi?
Ceux qui font ça là, ils sont où? Ils viennent du dehors? Ils viennent de l'autre pays? Non. Ils sont à la maison, ils sont à la maison, ils sont dedans. Ils sont dans le système, comme on le dit. Ils sont dans le système. C'est ça là. Et comment ils réussissent à pouvoir avoir le timbre, ils peuvent avoir tous ces contours, tout ce qui entoure l'établissement d'une pièce. Vous aussi. On a mis même à mettre des stickers sur les passeports, entrée ici, sortie là, mais ça n'a pas donné grand chose. On a fait un passeport biométrique, ça n'a pas donné grand chose. On est encore dans le même. Alors, quel est le vrai problème? Cherchez ça au fond, dans le système là-bas. C'est pas du fait que vous allez mettre, comment on appelle ça, un visa d'un pays à un autre que ça va vous permettre de pouvoir freiner la fraude. Non, ça ne peut pas. Et puis, moi je dis à la base de tout ça, c'est du fait qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'infrastructure qui encadre les jeunes. Il n'y a pas d'infrastructure qui encadre les jeunes. Donc, si les jeunes sont bien encadrés, si les jeunes arrivent à pouvoir se prendre en charge, à pouvoir se réaliser, on ne se croit pas que ces fraudes vont pouvoir exister encore. Ça va diminuer du fait que si un étranger arrive en Côte d'Ivoire, il trouve du boulot là. Moi, je ne crois pas qu'il va chercher à aller de l'autre côté, mais c'est ce qui s'est passé dans les années 80, même avant 80. Quand les gars arrivaient, par exemple, le Sénégalais, il arrive en Côte d'Ivoire, il va nulle part, il reste là, il s'enrichit et puis il s'en va dans son pays pour pouvoir s'installer. Les Sénégalais, ils étaient versés. Les Burkinabés, c'était la même chose. Les Maliens, c'était la même chose. Guinéens, même chose. Même Ghanéens. C'était la même chose. Les gars arrivaient en Côte d'Ivoire, s'enrichir et repartir. Parce que ils trouvaient du boulot, ils arrivaient à pouvoir s'épanouir, ils faisaient tout là. Nous, Ivoiriens, on ne sortait pas. Mais du moment où le boulot a commencé à manquer, les infrastructures manquaient, on n'arrivait même pas à encadrer les jeunes, on ne pouvait même pas s'en sortir. Alors, qu'est-ce que les gars font? L'Ivoirien, même l'Ivoirien lambda, sort de son pays. L'étranger, sachant très bien que le non-ivoirien, simplement le non-ivoirien porte. Alors, si j'ai un document ivoirien, il serait mieux vu, on peut me laisser passer. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est ça, c'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit là. Ça peut paraître un peu, comment je peux appeler ça, un peu superficiel du fait que les infrastructures peuvent freiner ces fraudes-là. Mais regardez dans le fond des choses, regardez dans le passé, regardez un peu ce qui s'est passé bien avant qu'on en arrive là, pardon. C'est ça le vrai problème. On ne peut pas se lever d'un beau matin jusqu'à vous dire non. Et comme on appelle ça, je vais aller m'établir une pièce d'identité ivoirienne et puis bon, je sors ici, je rentre là-bas. Non, c'est pas comme ça. Il y a eu un fond, il y a eu un problème de base qui a créé ça. Et puis, nous, Ivoiriens, c'est du moment où on n'arrive pas à percevoir. Il y a par exemple des gens qui n'arrivent pas à percevoir leur salaire. Et vous pensez que quoi? On lui propose une grosse somme pour seulement une signature. Tu penses qu'il va faire quoi? Il va signer, il va prendre cet argent. Et puis, il y a tellement de failles. Je dis, il y a tellement de failles. Le courant qui coûte cher, l'eau qui, on n'en parle pas. Même la denrée alimentaire, on n'en peut pas. On ne peut même pas en acheter. Et tout ça, vous pensez que si on vient proposer quelque chose, un pot de vin à quelqu'un, il ne va pas accepter? Mais c'est ça qui amène la fraude. Si vous voulez résoudre le problème à la base, c'est ces genres de trucs que vous devrez combattre. Non seulement les pots de vin, et aussi
trouver des infrastructures pour que le jeune Ivoirien arrive à se prendre en charge. C'est ça. Voilà les bases qu'il faut faire. Sinon, ici, quitter ici, aller là-bas, rentrer ici, sortir là, c'est quoi? Ça ne porte même pas. L'Ivoirien sort aujourd'hui, il va se jeter dans la mer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve rien ici, il n'arrive même pas à s'en sortir. Et il pense, se dit une chose. Moi, si je vais dehors, sûrement, je vais avoir quelque chose. Et c'est ça qui pousse les Ivoiriens à sortir. Mais il faudrait qu'on arrive à pouvoir résoudre nos problèmes à la base. C'est pas du fait de... vous avez instauré le visa en Tunisie, au Maroc. Ça serait quel pays encore après? Ça serait quel pays après? C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Donc, moi, je pense que il va falloir... comment on appelle ça? Il va falloir trouver les moyens nécessaires pour pouvoir combattre ce fléau-là d'une autre manière. Pas instaurer les visas. Ça n'apporte rien. À moins que votre manière d'agir, votre instauration de visa cache quelque chose. Parce que si ça ne cache rien, moi je ne pense pas que vous voulez vraiment freiner ces fraudes-là. Vous voulez freiner ces fraudes-là. Il va falloir que vous revoyez votre copie parce que c'est pas comme ça.